Bonjour à tous. Alors moi aussi, je voudrais vous remercier d'avoir inclus les sciences humaines et sociales dans cette journée. On est vraiment en décalage avec tout ce que j'ai entendu ce matin. J'espère que cette approche peut trouver un intérêt. En tout cas, je tiens à remercier les organisateurs et la Fondation Maladies Rares de croire aussi en ce type de recherche. Alors moi, globalement, en fait, dans tous mes travaux, je m'intéresse à la question de l'inclusion, d'ailleurs pas seulement des enfants, celle aussi des adultes en situation de handicap ou en situation de maladie chronique, pour essayer de comprendre en fait les mécanismes qui peuvent constituer des freins ou des leviers à une inclusion. Alors, c'est cet ancrage dans le handicap qui a fait qu'à un moment donné, il y a quelques années, des médecins sont venus nous solliciter, des médecins de centres référents. Au début, c'était des médecins qui travaillaient avec des enfants qui avaient des maladies hémorragiques rares et qui nous disaient, ben voilà, on ne comprend pas. On a des traitements qui sont efficaces, qui améliorent le bien-être de ces enfants, et malgré tout, on ne voit pas pourquoi ils sont quasiment systématiquement en échec scolaire. Et le danger pour les médecins, c'était que s'ils étaient en échec scolaire, ils allaient quitter le système scolaire sans être diplômés, et sans être diplômés, ils allaient accéder à des métiers qui, pour le coup, risquaient d'être dangereux pour eux. Donc ensemble, avec ces équipes de médecins, on a répondu à un appel de la Fondation Maladies Rares, et je vais vous présenter en fait un petit peu la façon dont on a travaillé sur ce premier programme, puis sur un deuxième programme qui a complété celui-ci. On a inscrit ces problématiques à chaque fois en se disant que s'il n'y a pas de troubles cognitifs, et je vous montrerai aussi comment on a pu le vérifier, il y a quelque chose d'autre qui se passe qui va freiner la réussite de ces enfants, le bien-être de ces enfants à l'école. Alors il y a bien sûr le regard des adultes, on a pas mal de travaux là-dessus, mais c'est dans cette présentation, j'ai décidé d'orienter ça plutôt sur comment l'enfant va progressivement développer une image de lui-même, c'est-à-dire qu'il va associer en mémoire certaines compétences à son soi qui vont le booster ou le freiner dans sa réussite scolaire. Alors, on s'inscrit principalement dans les travaux qu'on a faits dans le cadre du handicap invisible. Le handicap invisible, c'est une situation majoritaire de handicap. Néanmoins, dans la littérature, là, c'est une étude une recherche qu'on avait fait rapidement sur Google Scholar. On s'aperçoit que cette question-là, elle est très peu traitée dans la littérature scientifique, en psychologie sociale en tout cas, et que la plupart des résultats dont on dispose, ce sont des résultats qui sont plutôt axés sur des personnes qui sont en situation de handicap visible, et vraiment très majoritairement d'ailleurs des personnes qui sont en fauteuil roulant. Par contre, cette situation du handicap invisible, elle est spécifique, même si elle est mal renseignée encore dans la littérature. On a quelques données, au moins chez l'adulte, qui montrent que, effectivement, comparé à des personnes qui ont un handicap visible, les personnes qui portent un handicap invisible se sentent plus discriminées, ont l'impression qu'il y a plus d'actions d'intrusion envers leur intimité, qu'on leur porte aussi une attention qu'elles ne désireraient pas avoir. Et enfin, et ça c'est peut-être la question qui est la plus importante pour nous quand on s'intéresse aux enfants, c'est qu'on questionne beaucoup la légitimité des aides qu'on peut leur apporter. Au niveau de l'école, alors on a assez peu de données sur cette question-là. Par contre, ce qu'on commence à voir, c'est qu'effectivement, les enseignants sont beaucoup plus favorables à l'inclusion des enfants qui ont un handicap invisible plutôt qu'invisible. Et encore une fois, qu'il y a moins de facilité à donner du soutien social ou du soutien matériel aux élèves qui sont en situation de handicap invisible. Donc, dans nos programmes, on a questionné cette question de l'inclusion en interrogeant deux facteurs qui pourraient être deux facteurs clés en psychologie, les facteurs subjectifs et les facteurs objectifs. Les facteurs objectifs, c'est les performances cognitives, je vous montrerai comment on a pu les mesurer, en dépassant en fait les notes que les enseignants donnent en classe, qui peuvent elles-mêmes être soumises à certains biais. Et les facteurs objectifs, c'est les croyances
qu'on développe sur les maladies, sur les handicaps, et en particulier, pour nous, ce qui nous a intéressés ici, bien sûr, c'est les croyances des enseignants, mais aussi comment ces croyances des enseignants vont venir progressivement teinter les jugements que les élèves vont développer sur eux-mêmes. Comment progressivement ils vont associer cognitivement en mémoire des traits de personnalité qui vont les marquer au cours de leur parcours scolaire. Alors, dans le premier programme qui a été financé par la Fondation Maladies Rares, on a commencé à questionner ces facteurs subjectifs et je vais vous présenter une première recherche qui était une recherche toute simple qu'on avait menée pour lequel notre objectif c'était un petit peu de comprendre le lien entre les croyances des individus et les croyances des enfants les croyances des adultes, parents, enseignants, et les croyances des enfants qui côtoient ces adultes-là. Donc on avait utilisé une méthodologie très simple où on présente aux participants de la recherche un mot inducteur. Voilà, là c'était élève hémophile. Et on demandait aux participants de noter les 3 ou 5 mots qui leur viennent spontanément à l'esprit quand on évoque ce concept-là. Et en fait, on note la fréquence des termes évoqués et le rang d'apparition, en se disant plus un mot apparaît fréquemment et plus il apparaît tôt dans le discours, plus il va représenter l'image que la personne interrogée se fait là de l'élève hémophile. Alors, globalement, ce que nous ont montré ces résultats, c'est que quels que soient les participants, les mots qui reviennent systématiquement à l'esprit, même s'il y a élève avant, c'est des mots qui sont relatifs à la maladie, le sang et l'hémorragie. On trouve en fait tout le temps ces deux termes-là. Quand on regarde les termes que les adultes associent à ces deux termes, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui est en lien avec l'école, même chez les enseignants. On retrouve des termes autour de la maladie, de la gravité, de la prudence, du risque, donc tout ce qui les conduit à faire autre chose que leur rôle d'enseignant. Et pour les élèves, on voit aussi peut-être un tout petit peu plus quelque chose en lien avec leur parcours d'élève, mais encore une fois, un élève qui ne serait pas tout à fait un élève comme les autres. Et la question suivante qu'on s'est posée, voilà, si je ne suis pas un élève comme les autres, est-ce que ça veut dire que je suis moins capable que les autres ? Alors à cette question-là, on n'a pas pu y répondre dans ce programme de recherche où on est resté, on déblayait un petit peu les croyances, mais on l'a abordé dans un deuxième programme de recherche où on s'est intéressé là très spécifiquement aux maladies rares et invisibles, et on a particulièrement travaillé sur l'arthrite juvénile idiopathique parce que c'est là qu'on a eu l'échantillon le plus conséquent qui nous permettait de faire des analyses au moins sur un ensemble d'élèves qui avaient la même pathologie. Dans ce programme de recherche, on a d'abord évalué les facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'on a voulu éliminer le fait que le fait d'aller souvent chez le médecin, d'être quelquefois absent de l'école, d'avoir des traitements qui pouvaient être fatigants, ce qui est souvent évoqué dans la littérature sur l'arthrite juvénile idiopathique, ça ne perturbait pas objectivement le potentiel d'apprentissage de ces élèves. Donc on a, de ces élèves par rapport aux autres élèves, donc on a été rencontrer 21 élèves qui étaient atteints d'AJ. Alors comme il n'y en a vraiment pas beaucoup, on a des élèves qui vont de 6 ans à 17 ans. Et à chaque fois, on a comparé leur potentiel cognitif avec un camarade de leur classe qui nous permettait de contrôler l'âge, le sexe de l'enfant et le milieu socio-économique dans lequel il était inclus. Et puis, bien sûr, le contexte classe, le contexte maître, etc. Et donc, ces fonctions cognitives, on les a mesurées très largement en balayant un large spectre de compétences qu'on sait utiles pour les apprentissages scolaires. Chaque enfant a été rencontré pendant une journée. Une demi-journée, c'était l'enfant qui était atteint d'arthrite juvénile et l'autre demi-journée, c'était son camarade de classe. Donc, on contrebalançait. Donc, c'était des tests qui étaient lourds. Et d'ailleurs, on a une forte implication des familles qui ont reçu pendant une journée complète la neuropsychologue qui venait chez eux pour voir les enfants.
Et à côté de ce test des fonctions cognitives, on leur a fait passer des tests standardisés. Alors comme c'était déjà lourd, on s'est limité. On a pris des tests qui étaient reconnus comme valides pour la lecture et la compréhension du langage écrit, et puis des subtests de mathématiques, plus particulièrement d'arithmétique, pour là se libérer complètement du langage et avoir plus des fonctions arithmétiques pures. Alors, globalement, quand on compare sur les résultats des tests standardisés les élèves atteints d'arthrite juvénile idiopathique et les élèves contrôle, on voit qu'en lecture, quelle que soit la tâche de lecture, il n'y a pas de différence entre les deux groupes d'enfants. Il n'y en a pas non plus en mathématiques. Donc des élèves qui ont, au test standardisé, exactement les mêmes notes. Quand on regarde maintenant ce qu'il en est des tests cognitifs, alors bien sûr je ne vais pas vous présenter tous les résultats, ils sont publiés, on peut les avoir en détail, mais on a retrouvé effectivement des profils cognitifs strictement équivalents. On a utilisé des tests qui nous permettaient d'avoir des notes standardisées qui vont effectivement de l'entrée à la primaire jusqu'à la fin du lycée, donc on pouvait comparer tous les enfants entre eux, et néanmoins, ça, nous, on ne l'a pas mesuré, mais la littérature indique que les élèves atteints d'arthrite juvénile idiopathique ont 2 fois plus de chances que les autres élèves d'être en échec scolaire. Donc, ce n'est pas forcément au niveau objectif que ça se passe, il y a quelque chose qui se passe effectivement au niveau des facteurs subjectifs, des croyances, qui ferait que certains élèves réussiraient moins bien en classe que d'autres élèves. Donc c'est là qu'on a abordé la question du jugement de soi. Est-ce que je me juge aussi capable que les autres de réussir? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'études en psychologie, dont des travaux qu'on a fait nous-mêmes dans notre équipe, qui montrent qu'une partie de la réussite scolaire, elle est due, et une partie non négligeable, aux croyances des enseignants, ça c'est sûr, mais aussi au fait que les élèves se sentent eux-mêmes en droit de réussir ou pas. Alors, sur ce programme, je reviens en arrière, sur le programme-là, on n'avait pas un échantillon assez important, et c'est un petit peu, effectivement, comme c'était souligné tout à l'heure, une des limites de travailler sur des populations rares pour pouvoir tester ce modèle. Donc, je vais vous présenter en fait les mêmes outils qu'on a utilisés en interrogeant de façon beaucoup plus large sur un programme axé sur les troubles spécifiques des apprentissages des collégiens, qui qui incluaient dans leur groupe un certain nombre d'élèves dyslexiques qui étaient scolarisés dans les mêmes classes. Ça nous permettait aussi, comme tout à l'heure, de rendre comparables nos groupes d'élèves. Alors, on a mis en place, pour travailler sur ces facteurs subjectifs, une échelle de mesure du jugement de soi-même qui est adaptée aux élèves. C'est une échelle qu'on a validée il y a quelques années, et qui permet aux élèves d'exprimer comment ils se perçoivent sur un ensemble de caractéristiques qui sont liées au comportement scolaire, à des compétences, mais aussi à d'autres traits qui sont valorisés à l'école. Et puis, comme tout à l'heure, tous les élèves ont passé des tests standardisés en français et en mathématiques. Et là, on avait rajouté un élément qui nous paraissait intéressant, c'est qu'on a proposé les tests dans leur format initial, qui est plutôt un format scolaire, et on a fait une adaptation de ces tests en format non scolaire, qui ressemble plus à des cahiers de vacances, à des jeux. C'est exactement les mêmes capacités qu'on mesurait, mais la présentation était différente, et vous verrez que ça a un intérêt, et pour nous, ça renseignait quelques éléments. Alors, quand on mesure le jugement de soi de ces élèves, qu'on compare les enfants dyslexiques aux enfants non dyslexiques, on voit que globalement, les enfants dyslexiques se jugent moins compétents que les autres enfants. Or, la compétence et la perception de compétence est une dimension qui a été mise, et on va le revoir dans ces résultats, très en avant. Plus un élève se sent compétent, plus il a de chances de réussir à l'école. Quand on regarde les performances maintenant en français et en mathématiques, avec les tâches scolaires, alors bien entendu en français, ça c'était attendu, c'est presque juste une vérification expérimentale, les élèves dyslexiques ont moins bien réussi que les autres élèves, néanmoins ils ont aussi moins bien réussi en mathématiques, alors que là il n'y avait aucune consigne écrite et qu'il n'y avait pas de raison objective que ces élèves réussissent moins bien. Un autre résultat intéressant, c'est que si on regarde les tâches de français, mais qu'on les présente en format non scolaire, et bien dans ce cas-là, alors même qu'ils ont une difficulté qui est liée au français,
les élèves dyslexiques ont réussi aussi bien que les élèves non dyslexiques. Alors, une fois qu'on a mesuré le jugement de soi et les performances, en fait, la dernière chose qu'on a fait, c'est mettre tout ça dans un modèle explicatif. On a conçu un modèle médiationnel qui montre qu'effectivement, quand le fait d'être dyslexique prédit négativement les performances scolaires, mais ce qui est intéressant, c'est que ce lien est complètement médiatisé par le jugement de compétence. Les élèves dyslexiques vont se juger moins compétents, donc plus on est atteint de ce trouble, moins on se jugera compétent, mais plus on se jugera compétent, plus on aura de chances de réussir en français, et on a exactement le même modèle médiationnel en mathématiques. Quand on regarde les tâches non scolaires, ce modèle n'est plus significatif. Donc on voit effectivement, et on travaille actuellement beaucoup là-dessus dans la formation des enseignants, puisqu'on a un autre programme de recherche qui est actuellement financé par l'IRESP qui se termine, qui est là pour améliorer la formation des enseignants en leur montrant effectivement le poids des croyances dans la réussite des enfants. Et puis une dernière étape sur laquelle je vais revenir très rapidement, je vais arrêter là, c'est que la personne qui coordonne cette session, que je remercie, parlait du contrat des appels d'offres européens auxquels on a essayé de répondre l'année dernière, mais nos partenaires n'étaient pas éligibles. Mais on se dit quand même que l'étape suivante, c'est d'aller observer ce qui se passe en classe. C'est-à-dire comprendre en fait les micro-comportements qui ne sont pas du tout conscients, très généralement, et des enseignants et des élèves, qui pourraient expliquer qu'en fait, il y a un certain nombre d'interactions entre les enfants, les élèves malades et les enseignants, qui ne sont pas des interactions courantes dans la vie d'une classe, et qui pourraient expliquer que progressivement, l'élève va prendre des retards parce qu'il est soit moins stimulé que les autres, soit au contraire trop, et comme on l'a vu tout au début, source de trop d'attention de la part de l'enseignant, sans que ni l'un ni l'autre n'en ait réellement conscience. Donc l'avenir de nos travaux, pour nous, c'est d'aller vraiment observer, au niveau maintenant comportemental, ce qui se passe dans les classes. Voilà, je voudrais terminer en fait par un message à ramener chez vous, qui est un message qui nous a été communiqué par une mère de l'association Courir, qui a participé avec nous à un chapitre qu'on vient de nous demander à la Fondation Maladies Rares, et qui, je fais comme ma précédente collègue, qui valorise un petit peu la recherche en sciences humaines et sociales. Je me souviens encore de l'émotion suscitée par les lectures du projet de recherche en sciences humaines et sociales proposé à notre association à propos de la scolarité des élèves avec un handicap invisible. Cette profonde émotion était provoquée par le fait qu'enfin, quelqu'un mettait des mots sur ce que l'on avait vécu. Ce n'était pas le fruit de notre imagination. Nous ne nous étions rien imaginé. Si ce projet de recherche existait, s'il avait été financé, cela signifiait que d'autres avaient vécu les mêmes difficultés, avaient été confrontés aux mêmes problèmes et qu'ils étaient suffisamment nombreux pour que cela fasse l'objet d'une recherche. Aussi étrange que cela puisse peut-être paraître, ce type de travaux de recherche peut donc permettre de conscientiser, de mettre en mots, d'objectiver notre vécu et donc de lui octroyer une certaine forme de reconnaissance. Ces recherches scientifiques permettraient d'améliorer à l'avenir les conditions de scolarité des enfants en situation de handicap invisible, poursuivre ou initier d'autres recherches sur l'impact du handicap invisible lié à la maladie est indispensable à l'évolution du regard que porte l'ensemble des acteurs de la société sur celui qui en est porteur. Voilà, je vous remercie de votre attention et je profite aussi pour remercier mes principaux partenaires sur les 2 programmes qui ont été financés par la Fondation Maladies Rares. Merci.